Hola, hello et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, tout simplement à la française. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener à Cannes, sur la Côte d'Azur, pour une émission 100% douceur de vivre. Aujourd'hui, on vous propose un portrait du nez qui crée les parfums de la maison Dior, François Demachy. Escapade très spéciale en Corse, à Calvi on the Rocks, pour un repérage si Sex and Sun. Focus sur Baccarat, la brillante maison nous ouvre les portes de ses ateliers. La relève du bon pain, c'est Émile et Jules, deux jeunes boulangers novateurs qui font leur propre farine. Et tout de suite, ces points de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine chic. Version Française, c'est maintenant. Vous avez une soirée imprévue et besoin d'une nouvelle paire de souliers dans la minute? La belle idée du jour va vous sauver, c'est Cabine. Cabine vous apporte chez vous, au bureau ou même au café du coin, une sélection de chaussures de créateurs que vous essayez immédiatement et vous choisissez ce que vous aimez. Le service est gratuit et le plus, leur promesse, en 1 heure à vos pieds. On n'arrête plus la mode des magasins monoproduits et aujourd'hui Paris fait fort avec un tout nouveau concept, la maison de la Chantilly. Passez votre chemin si vous êtes en plein régime, mais sinon courez-y. La boutique met à l'honneur la fameuse crème fraîche, sucrée, douce et légère comme un nuage sous toutes ses formes. Pure en cornet avec un café dans un chou, on en rêve. Nice to be alone in Paris, le guide qui se déplie façon carte à l'ancienne si certains sont inquiets à l'idée de voyager seul, c'est aussi l'occasion idéale pour faire ce que vous voulez sans concession. Cette carte contient plus de 30 adresses qui vous aideront à découvrir Paris tout en prenant le temps de flâner ou même de vous perdre. L'indispensable du jour, c'est un motif, les carreaux Tati. Le fameux tartan criard se retrouve partout. Si vous n'avez pas peur de faire craquer la CB, Céline ou Stella McCartney vous le proposent en manteau. Et pour les autres, c'est chez Tati même que ça se passe. La célèbre maison du cheap parisien revient en force dans le milieu hipster. Gentrification de Barbès oblige. Et tout de suite, Version Française va éveiller tous vos sens. Notre invité du jour est François Demachy, parfumeur et né star de la maison Dior. Il nous ouvre les portes de son univers qui sent très bon la rose. En 1947, Christian Dior est le premier couturier à lancer en même temps que sa première collection un parfum. C'est Miss Dior qui porte le nom de sa sœur, le premier d'une longue et prestigieuse série. Selon ce visionnaire et amoureux des femmes, le parfum est la touche finale d'une tenue. Il mettait la femme sur un tel piédestal que c'était une de ses façons de les combler, quoi. François Demachy est le premier parfumeur créateur attitré de Dior Parfum. C'est une autre façon d'exercer son métier. De toute façon, on est imprégné par la culture de la maison. Que ça soit son patrimoine, parce que là aussi, il y a des sources d'inspiration énormes. J'ai toujours en tête le décor des collections, où les murs étaient recouverts de fleurs, par exemple, multicolores. C'est un véritable voyage que ce nez a entrepris au cœur de l'univers de l'inventeur du New Look, à commencer par la maison du couturier à Granville. Ça faisait partie aussi de cette quête. Et moi, ce qui m'avait le plus touché, c'était en fait que c'est une maison qui est baignée par les vents. Et cette manière de mélanger les fleurs et cet art du mélange qu'il avait, quoi. Toute la difficulté, c'est de savoir conjuguer sa propre touche à l'identité de la maison très marquée. S'il est une inspiration que partage François Demachy avec le couturier, c'est bien l'amour des femmes. Et au-delà de ça, pour sa part, de la peau des femmes. C'est intéressant d'être baigné par ses peaux, par ces différentes carnations, ces différentes couleurs. C'est parce que on peut s'amuser à retranscrire ça aussi en odeur. Enfant de grâce, François Demachy se fait aujourd'hui l'héritier unique de Christian Dior. Il repense les parfums emblématiques de la maison. Il est l'auteur de la série des escales et crée les fragrances de la collection privée de Christian Dior avec des matières premières d'exception. Parmi elles, les fleurs de grâce sont devenues un de ses chevaux de bataille. Au domaine de Manon, le jasmin et la rose de mai reçoivent une attention toute particulière. Nous travaillons depuis plusieurs années avec François Demachy, un enfant de Grasse qui a grandi ici,
qui s'est inspiré et imprégné de tous ces savoir-faire dans le pays de Grasse. Et il revient très souvent et il vient sur l'exploitation. Moi, venir ici, ça m'inspire aussi. Je veux dire, voir tout ce verre qui est parsemé de taches roses, eh bien, ça fait travailler l'imagination. Carole Biancalana et son équipe de saisonniers cueillent à la main des milliers de roses au petit matin. La rose de Grasse, qui bénéficie sur ses collines d'un terroir unique et d'un savoir-faire inégalé, est la base de presque tous les parfums de François de Machy. Elle a des touches poivrées et notamment une puissance aussi importante. Avec son côté mielé, elle s'associe remarquablement bien avec les autres éléments de la composition. Les notes ambrées, les notes patchouli, les notes boisées. Et c'est assez merveilleux d'avoir un produit presque universel. Dans son laboratoire à Paris, François de Machy dispose de milliers de fragrances. Incroyable trésor avec lequel il crée des parfums qui enchantent le monde entier. Patchouli, ambre ou santal, toutes les fragrances sont conservées ici et pour les plus fragiles, à l'abri de la lumière. Toutes les fioles que vous voyez là sont des matières premières brutes. J'aime bien les sentir de temps en temps, savoir me rappeler précisément ce qu'elles évoquent, ce qu'elles sentent et surtout leur puissance. Un parfum, on l'écrit un peu comme une recette, voilà, mais malheureusement, il y a une dérive entre l'idée que l'on a et la réalisation qui en est faite. Donc le nombre d'essais est là pour réduire cette différence entre l'idée et la réalité. François, c'est ça qui me touche, c'est sa capacité à faire le lien entre le monde du luxe, le monde du parfum et en même temps les gens qui travaillent. C'est important de créer des relations humaines parce que le parfum c'est ça. Le parfum c'est un échange entre les gens. Nous avons créé une association qui s'appelle Fleurs d'Exception du Pays de Grasse parce qu'il était important que les générations se renouvellent et qu'on puisse réinstaller des jeunes, éveiller des vocations. Ce travail-là a été vraiment très compliqué jusqu'à ce que les grandes marques comme Dior reviennent contractualiser, pérenniser des exploitations. Amateur de peinture, rêveur, génie de la parfumerie, François de Machy est avant tout un homme secret qui semble se nourrir de contacts humains, de paysages, de savoir-faire et de milliers de notes olfactives que lui offre la nature et qu'il sait conjuguer pour le plus grand plaisir de nos sens. François, vous l'avez dit, les parfums, pour vous, ne pourraient pas exister sans les femmes. Et quel serait le parfum que vous pourriez créer pour la Parisienne si vous aviez envie de le faire? Oh, j'ai essayé, hein, quand même. Mais encore faut-il s'entendre sur le portrait de la Parisienne, oui, tel qu'on peut le faire. Mais votre vision de la Parisienne, on va dire. Oui, dans mon esprit, je vois plutôt une femme indépendante, volontaire, libre, et donc traduit en composition, ça me permet de rechercher des accords peut-être un petit peu nouveaux, un petit peu limite de la provocation, mais qui sont en tout cas qui interpellent, et sûrement pas quelque chose de trop classique ou trop bien pensant, trop propre, quoi. Dans votre labo, il y a plus de 600 composants de matières premières. Oui, mais il y en a plus que ça même. Plus que ça même, oui, ouais, c'est énorme. On vous imagine comme un espèce de super chef d'orchestre avec tous vos fioles. Et est-ce que c'est possible de créer une symphonie tous les jours? D'abord, ça ne se crée pas sur commande. On n'est pas d'un coup, on ne s'assoit pas d'un coup, on dit tiens, je vais faire un parfum. Un parfum, c'est quand même quelque chose de, même si ça n'a pas l'air, et c'est plutôt une qualité, de réfléchi, mais il faut que ça soit réfléchi, pensé, essayé. Mais c'est justement ça aussi qui est très difficile dans votre métier, parce que tous les artistes doivent se reposer à un moment donné, mais un nez, il ne se repose jamais. Ouais. C'est tout le temps des influences. Je me considère plus comme un artisan que comme un artiste, mais bon. Mais vous pouvez l'essayer
je veux dire, vous-même, c'est-à-dire que c'est plus facile de sentir par comparaison que dans l'absolu. Dans l'absolu, le nez se fatigue relativement vite. De toute façon, c'est un entraînement tous les jours. Oui, bien sûr. C'est De toute une vie. Comme un athlète, oui. Mais c'est pas non plus, c'est pas un effort. Hein. Parce que tous les jours, on sent des matières simples, justement pour recadrer un peu la mémoire. La mémoire olfactive est une mémoire qui est extrêmement précise, extrêmement vivace et très longue, mais il faut éviter qu'elle dérive. Aujourd'hui, Version française vous emmène pour un repérage très spécial au paradis. C'est en Corse que ça se passe, l'île de beauté a bien mérité son nom. Et plus particulièrement en Haute-Corse, où nous vous proposons une balade magique à la découverte de Calvi. Située face au littoral de la Côte d'Azur et bénéficiant d'une météo à rendre jaloux tous les Parisiens, la petite ville de Calvi est devenue un des lieux privilégiés en Corse et attire de plus en plus de curieux. Baladez-vous dans les petites rues tranquilles de la ville ou flânez sur le port dévoilant une flotte de petits bateaux colorés. Pour les courageux, il faut monter. Inébranlable décor, doté d'une richesse historique et patrimoniale, la citadelle de Calvi se dresse avec fierté au-dessus de la ville. Oui, il fait 38 degrés à l'ombre, mais tant pis, car grimper là-haut vous réserve une belle surprise, la vue imprenable sur la Méditerranée. Puis, vous pourrez arpenter ces ruelles pavées et découvrir l'univers dans lequel certains diront que Christophe Colomb est né. Véritable écrin entre mer et montagne, Calvi est aussi et surtout connu pour son festival, Calvi on the Rocks. Le festival de musique se déroule depuis 13 ans dans la ville et sur les plages qui se métamorphosent à cette occasion en mood Sea, Sex and Sun. Et la plage pour laquelle nous avons eu un véritable coup de cœur, c'est celle de la ville à Schweppes, nichée dans une crique aux eaux transparentes. Rencontre avec Benoît, le responsable événementiel, interview sur son bateau. On est sur une toute petite paillote qui est accessible soit par la mer, soit à pied via un petit sentier. Et on a choisi cet endroit parce que c'était vraiment un écrin. Pour moi, c'est vraiment un endroit qui représente vraiment la Corse. À Calvi, je trouve que c'est un site assez exceptionnel. Tu vois le dépaysement. Ouais, c'est vraiment un festival à la cool. On se lève le matin, on se laisse porter jusqu'au bout de la nuit. Et oui, car à Calvi, la fiesta, ça commence fort sur la plage dès le début de journée. À Calvi, il y a des filles, beaucoup de filles qui dansent. Non, mais il y a aussi des hommes quand même. Salut. Salut. Mais à Calvi, on est surtout là pour la sélection musicale pointue. On a été rencontrer plusieurs musiciens et DJ qui étaient là, le barjo Double, les petits jeunes de Haute et le groupe Nose. Ils n'étaient pas super concentrés mais hyper de bonne humeur. On leur a tous demandé ce qu'ils pensaient du festival. Calvi, c'est assez pointu musicalement. C'est un peu le gratin dauphinois, la crème de la crème de la musique électronique française. Calvi, c'est un festival assez paradisiaque. C'est juste un temps sublime, de la bonne musique, des bons moments, quoi. C'est un festival qui effectivement est assez pointu dans sa programmation. C'est la plage, c'est la mer, c'est des gens qui sont contents d'être ensemble, enfin on dirait. Des gens qui apparemment sont contents d'être ensemble donc, et qui se retrouvent la nuit venue au cœur de la ville, dans le théâtre des Verdures, le lieu où se déroulent les concerts jusqu'au petit matin. On a été parler avec Xavina, elle est calvaise et elle bosse pour le festival. Alors c'est quoi l'idée de Calvi on the Rocks ? L'idée c'est vraiment de se caler au maximum au style de vie qu'on a à Calvi. Jean-Marie Tassi, qui est le créateur principal de cet événement, elle m'a appelé ça la Dolce Vita. On pense Calvi, on mange Calvi, il y a beaucoup de musique, c'est vraiment le cœur du festival. On voit des styles incroyables, enfin toutes les barrières tombent. C'est vraiment un lieu de rencontre incroyable. Un lieu de rencontre incroyable, un joyeux bordel qui se dandine jusqu'au bout de la nuit sur les line-up d'Azelia Banks, Brigitte Damien Lazarus, Club Cheval, Étienne de Crécy, Hot Chip, Marco de Santos, The Do et j'en passe. Allez, maintenant, on donne la parole à ceux qui ont une dernière déclaration d'amour à faire à Calvi on the Rocks et on rentre chez nous dans le froid, dans le gris et dans la pollution. Calvi, c'est un peu comme ma mère, quoi. Le centre du monde. Moi, c'est toute ma vie. Dolce Vita et amour.
Et François, dans l'absolu, qu'est-ce que vous aimeriez laisser, quel sillage vous aimeriez laisser pour la maison Dior, de ce que vous avez fait pour eux? J'ai pas de velléité de laisser un sillage, juste pouvoir transmettre ce qui m'a été donné et essayer de transmettre les choses en bon état, quoi. J'ai pas de velléité de laisser une signature particulière, parce que de toute façon, que vous vouliez ou pas, c'est pas vous qui décidez, donc ça change rien du tout, non. Et juste pour terminer, quelles sont vos inspirations du moment, sur quoi vous travaillez en ce moment? On travaille toujours sur plusieurs projets, parce que ça permet une largeur de vue importante et riche d'enseignement, parce que ce qui ne fonctionne pas d'un côté, peut-être on peut s'en servir différemment de l'autre. Donc c'est très important d'avoir une panoplie assez large. Là, actuellement, précisément, hormis quelques projets qui sont secrets, mais précisément, je cherche à reproduire au plus près des odeurs assez simples de fleurs. Et c'est pas parce que les odeurs sont simples que c'est forcément facile, hein. Donc, parce que c'est à la fois une démarche, c'est-à-dire de recherche un petit peu, ça c'est amusant, mais aussi ça permet d'élaguer et de couper dans mes formules. Mais c'est une quête, quoi. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant. Bon, je crois que c'est un joli mot de fin. Merci beaucoup, François. Merci à vous. Et tout de suite, focus sur un savoir-faire magique. Bienvenue dans la maison Baccarat. Ici, le cristal traverse les époques sans jamais perdre son éclat. C'est l'un des verres les plus connus au monde. Un des fleurons du luxe, c'est le verre Harcourt. Mais ce verre est surtout le symbole des Lumières et de la brillance de l'artisanat à la française. Michaela Allersch, conservatrice et directrice du service patrimoine de la maison Baccarat, nous dit tout de ses secrets. Le verre Harcourt est en fait un verre à jambes. Il est reconnaissable par son pied hexagonal, la jambe à triple bouton facetté et la paraison en forme de gondole, et qui est reconnaissable particulièrement par sa taille en forme de côte plate large. C'est sous le règne de Louis-Philippe, dernier roi de France, que le verre Harcourt est créé en 1841. Il fait alors partie d'un service. Il comportait à l'époque un grand nombre de références. En tout, on peut parler d'une trentaine de références. Le verre Harcourt décliné en verre à eau, verre à vin rouge, verre à vin blanc jusqu'au petit verre à liqueur, complété par des différentes tailles de carafes, des saladiers, des compotiers, selon l'usage de dresser une table, et c'est adapté en fonction de changements d'usage pour en arriver à être complété courant du XXe siècle, même avec un service à caviar ou des petits gobelets pour le vodka. Le nom Harcourt est attribué au service par la maison Baccarat dans les années 1920, en l'honneur de la plus ancienne famille de noblesse française. Depuis, il continue d'ornementer les plus belles tables du monde entier. C'est donc le premier souverain français, Napoléon III, qui l'aurait choisi. Et c'est encore aujourd'hui la présidence française qui dresse ces tables pour les réceptions en dehors du palais de l'Élysée. Par exemple, dans la galerie de glace au château de Versailles. J'y pense également à des grandes réceptions du roi de Maroc ou la grande commande pour le Shah de Perse pour la fête de Persépolis en 1971. Donc c'est le service Harcourt qui a été commandé avec, dans les armoiries pour
Paul II pour le Vatican. Le verre est toujours réalisé par plusieurs corps de métier dans les ateliers situés dans la commune de Baccarat en Lorraine. Comme chaque objet chez Baccarat, le verre Harcourt ou le service Harcourt, l'objet, il est né par un dessin qui est ensuite transformé par le souffle du maître verrier pour lui donner sa forme. C'est cette partie qu'on appelle le travail à chaud, dans les ateliers de la manufacture, qui ensuite, une fois refroidi, passe dans la partie travail à froid. Et il est donc confié à des maîtres tailleurs pour lui donner sa forme finale et de sublimer la matière par l'art des maîtres tailleurs pour y appliquer cette fameuse taille côte plate large. Emblématique de l'esprit intemporel de la cristallerie, le verre a été décoré par de nombreux artistes. En 2002, toute une série de designers comme les Tsetse, Inga Sempe, Vincent Dupont-Rougier. Il a surtout été révisité par Philippe Starck, qui a été en fait révisité en cristal clair doublé en cristal noir. Donc j'ai pensé à des gobelets Black Angel qui fait partie de la collection Dark Side. Autant de rencontres qui ont jalonné l'épopée de cette sculpture cristalline et l'on espère qu'elles seront encore nombreuses pour que son histoire ne cesse de s'écrire. Sur un point, tous les Français sont d'accord, un bon repas s'accompagne d'un bon pain. C'est le défi qui se lance tous les jours Émile et Jules, deux jeunes boulangers parisiens. Attention, la relève arrive. La ferme du Moulin des Moissons Gros-Rouve dans les Yvelines. Un havre de paix, une nature resplendissante, c'est ici qu'est fabriqué un des aliments préférés des Français. Véritable fierté nationale, le pain. Et nos boulangers du jour, c'est Émile et Jules, deux frères ainsi que leur père, Marc. Ensemble, ils ont créé il y a 4 ans Émile et Jules. Leur idée, fabriquer du pain en contrôlant toute la chaîne de production, de la graine jusqu'au pain cuit, tout en préservant une ferme qui appartient à la famille depuis la fin du 19e siècle. Marc, à la base agriculteur, a repris des études de meunerie et transforme désormais ses blés en farine. Marc produit sa farine grâce à un moulin sur meule de pierre, un procédé ancien qui conserve toute la richesse du grain. Notre farine est chargée, on appelle ça piquée, de son, très légèrement. C'est donc une farine semi-complète, sachant que le son apporte de la fibre. Et puis la meule de pierre protège le germe du grain, qui est très très riche en oligo-éléments. Et au goût, elle a quoi de particulier cette farine ? Elle est bien meilleure que toutes les autres. Vous avez un vrai goût de blé. Voilà, vous avez, on communique souvent en disant c'est le pain au goût des moissons. C'est-à-dire quand je mange du pain, notre pain, j'ai l'impression de faire la moisson. Voilà, pour simplifier, c'est des goûts un peu plus forts. Voilà, c'est un véritable aliment. Ça nourrit. C'est pas simplement quelque chose qu'on mange et puis qui disparaît après. Une farine ensuite travaillée côté fournil, la spécialité d'Émile, le fils aîné. Après des études en école hôtelière, il s'est formé au métier de boulanger. Je récupère une farine, on va la pétrir. Donc on met la farine, de l'eau, du sel et du levain. On fait des pétrages très lents pour que les arômes se développent lentement. Ensuite, on divise la pâte. On la laisse reposer, on la laisse détendre. Puis on la façonne, on la met en forme, des pains, des baguettes, des pains plus ou moins gros, qu'on dispose sur des chariots en inox et sur des couches de lin. Et tous les pains passent au froid. Et on les fait lever toute la nuit à 6-7 degrés. Avec son équipe chaque jour, ils pétrissent ensemble et cuisent leur pain comme l'incontournable baguette. Les pains sont ensuite vendus sur les marchés, directement à la ferme une fois par semaine, mais surtout dans la boutique d'Émile et Jules, ouverte il y a un peu plus d'1 an à Paris. Ici, on trouve toute leur gamme de produits. Le best-seller d'Émile et Jules, c'est l'oreiller, un pain à la mi-couleur crème. Il réalise également des pains différents en fonction des saisons.
Jules tient la boutique. On s'est rendu compte que notre clientèle parisienne est très réceptive à notre histoire parce qu'on n'est pas des boulangers comme les autres. On se considère d'abord, avant tout, agriculteurs. Voilà, c'est notre histoire, le fait qu'on contrôle toute la chaîne, c'est ça qui plaît et qui intéresse les clients. Ils sont vraiment réceptifs. Nos ambitions, c'est d'ouvrir une deuxième boutique à Paris et peut-être d'autres après, même sûrement d'autres après. Et voilà, c'est vraiment ça, c'est de développer. Là, on passe un quart de la capacité de notre ferme en céréales. Et l'objectif et nos projets, c'est de passer la totalité en pain. Un bel avenir au pain de la ferme d'Émile et Jules. Version française est déjà finie. J'espère que cette petite escapade au soleil vous a plu. Alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Ciao!